est-ce que c'est une bourde ? Non, c'est une position assumée puisqu'il l'a écrit sur Twitter après l'avoir dit à la télévision. Le ministre socialiste de l'aménagement du territoire, François Rebsamen, dit ceci hier soir à la télévision. Je respecte toutes les forces politiques sauf le RN. Je le dis ici, mais c'est ma position. Et donc, c'est pas du tout... Vous ne respectez pas le RN ? Non, moi je respecte pas ceux qui portent, pas tous, heureusement, j'en connais dans mon département, mais ceux qui portent les discours de haine et l'exclusion de l'autre, c'est pas ma tasse de thé. François Rebsamen sur BFM TV, réponse ce matin de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, au micro Europe 1 de Jacques Serret. La position du gouvernement est inchangée. Vous savez que le Premier ministre fait du dialogue avec l'ensemble des forces politiques qui souhaitent dialoguer avec lui une priorité pour trouver ce chemin de compromis dont nous parlons. Donc ce n'est pas la position du gouvernement. Est-ce une erreur de François Rebsamen ? Ce n'est pas la position du gouvernement. Bon, on ne saura pas si c'était une erreur ou pas. En tout cas, habilement, ce n'est pas la position du gouvernement. Olivier D'Artigol, est-ce que François Rebsamen se met dans les souliers d'Antoine Armand, qui, on se souvient, dans le gouvernement Barnier, était coutumé du fait de ce genre de sortie de route ? D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas une position du gouvernement. Mais, bien joué. Mais rappelons que Michel Barnier avait peu traité, selon la formule consacrée, le RN après sa nomination à Matignon. Ce qui il avait tardé à recevoir Marine Le Pen. Et dans la dernière ligne droite des négociations, les choses ne se sont pas passées. Il a fait une erreur de diagnostic concernant l'état d'esprit du Rassemblement national. Ce que n'a pas fait François Bayrou depuis sa nomination. C'est-à-dire qu'il a bien compris que dans l'équation parlementaire ô combien fragile, le fait de porter attention au Rassemblement national faisait partie de l'assurance vie qu'il cherche pour éviter une censure. Je ne sais pas si le Premier ministre va se fendre d'un coup de téléphone à Madame Le Pen, comme Michel Barnier l'avait fait après la sortie de route de son ministre du budget à l'époque. En effet. Nous verrons, mais il me semble que la ligne Matignon-Marine Le Pen est une ligne beaucoup plus directe et fluide que la période précédente. Catherine Ney. Oui, ça c'est vrai, mais en ce moment où les susceptibilités sont si à vif, où il faut faire attention et que le Premier ministre n'a qu'une peur, c'est qu'il y ait une motion de censure générale votée. Donc, il faut faire très attention. Et là, que M. Rebsamen dise son respect, ou son non-respect, là, moi, je pense que, comme il n'est pas idiot, est-ce qu'il résonne avec une vision de la politique comme du temps du père et voilà. Entre-temps, le Rassemblement national a fait 14 millions de voix à la présidentielle, 11 millions aux dernières élections. Son respect, je veux dire, on s'en fout, quoi. Et je trouve que c'est vraiment... Alors, on s'en fout, mais en même temps, quand vous voyez les réactions des différents responsables du RN, ils s'en foutent pas. Ils sont extrêmement choqués. Et ils rappellent exactement les chiffres que vous avez rappelés, c'est-à-dire 11 millions d'électeurs. On ne peut pas s'en foutre. Non, mais je veux dire, on s'en fout. On n'a pas besoin d'avoir le sentiment, le respect du ministre. Je veux dire, il est ministre d'un gouvernement, il y a une règle, il y a une urgence, et essayer de... et voilà. Mais est-ce que on marche sur des œufs, voire sur des œufs de caille Est-ce que avec des petits orteils, on fait attention? Est-ce que c'est pas le moment là de sortir ce genre de truc? Est-ce que ça peut irriter justement c'est-à-dire que quand le jeune ministre Armand a dit ça, on dit ça c'est une absence de politique totale. Oui. Et là, malheureusement, aussi quoi. Oui. Voilà. Donc jeune ou pas jeune. Jeune ou pas jeune, voilà. Franchement, c'est en tous les cas inutile. Et il n'aide pas le Premier ministre, même si celui-ci entretient des rapports fluides, comme dit notre cher ami Olivier, avec Madame Le Pen. Il me semble. Alors, justement, sur le risque de censure, Laurent Wauquiez était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Je pense qu'on ne dénonce pas suffisamment, dans le débat politique, dans le débat médiatique, le danger que représente pour la République la France insoumise. On a quand même affaire, je l'ai dit, dans l'hémicycle, ce sont les seuls à avoir ce comportement à ce point-là. On a affaire à un parti qui propose d'enlever l'apologie du terrorisme. On a affaire à une formation politique qui tient des propos ouvertement antisémites. On a affaire à des gens qui ont choisi de rompre avec la laïcité. Et je trouve qu'il y a une espèce de complaisance.
une espèce de tendance, mais qui est tellement caractéristique de ce qu'est la politique française, où en gros, quand ça vient du camp de la gauche, tout est pardonnable. Bah non. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République. Alors, est-il vraiment un danger pour la République? Écoutez ce que dit Mathilde Panot, qui était ce matin sur France Inter. J'ai entendu plusieurs députés du PS qui voulaient voter la censure. Mon objectif cette semaine, c'est que l'ensemble du nouveau Front Populaire vote cette motion de censure. Et qu'est-ce que le nouveau Front Populaire? Le nouveau Front Populaire est un programme de gouvernement que nous avons fait ensemble, avec des candidatures uniques aux élections législatives. Donc, de fait, ceux qui vont à l'encontre du programme, ceux qui vont permettre une continuité de la politique macroniste, s'excluent de fait du nouveau Front Populaire. Bon, bah tout est dit, Catherine Ney. Oui, enfin, moi j'ai trouvé... Mathilde Panot, bon, bah, elle est dans son rôle, mais vous savez, les députés LFI, ils étaient 17 en 2017, ils faisaient du bruit comme 100. Maintenant qu'ils sont 70, je veux dire, c'est un vacarme assourdissant. Et hier, en tous les cas, pour ceux qui étaient dans l'hémicycle et de l'autre côté, ça devient pénible. Ils auraient pu au moins avoir la courtoisie. On ne peut plus se parler. Bon, et moi, j'ai trouvé que le Premier ministre, il dit, je connais bien Jean-Luc Mélenchon, je sais qu'il est un homme cultivé, un esprit stratège, mais il n'aime pas sa stratégie parce que c'est là. Mais je trouve qu'il lui a fait beaucoup d'honneur, quoi. Et là, je trouve que c'était une réaction molle d'un centriste mou et que de temps en temps, il faut être un peu plus vigoureux. Et moi, j'ai été un peu déçu. Il n'y a pas vraiment... Il lui tire les pompes. Voilà. Ouais, il lui tire les pompes. Olivier d'Artigol, même analyse. Oui, quand sur sa dernière élection présidentielle, sur son étape paloise, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu un échange... assez prolongé avec le maire de Pau. Il parle littérature, voilà. Il parle personnage historique, il parle beaucoup de François Mitterrand, il semblerait. Il y a une nostalgie, donc. Voilà. Bon. Nostalgie commune. Voilà. Mais ça n'efface pas le reste. Après, on peut avoir de la nostalgie, il y a quand même une petite mission à faire, celle d'un chef de gouvernement pour sauver le pays. Après, François Bayrou a fait du François Bayrou, c'est-à-dire qu'il n'allait pas... Non, mais ça veut dire quoi, ça n'est très certainement pas un discours de politique générale flamboyant, ça peut apparaître y compris filandreux, mais et à relire encore plus, vous voyez. À écouter, c'était terrible, mais c'est une purge. Ça va, Catherine. Mais il fait de la politique, Catherine, ce que vous connaissez parfaitement. C'est-à-dire qu'il essaie, je ne sais pas s'il va y arriver, d'obtenir le fait que le Parti socialiste ne vote pas, parce qu'une censure, on la vote ou on la vote pas. Donc, ne vote pas la censure pour passer les textes budgétaires en février-mars, parce qu'il faut quand même doter notre pays d'un texte pour la nation et pour le budget de la sécurité sociale, pour essayer, texte par texte, sujet par sujet, avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est, essayer de trouver cette ligne de flottaison. Alors c'est pas, comme je vous l'ai dit, flamboyant, ça peut apparaître comme n'étant pas de la grande politique, c'est pas une épopée, mais il en est rendu à cette situation-là. Parce que que faire d'autre pour lui aujourd'hui? C'est-à-dire, quelle est l'alternative à ce qu'il fait? Aujourd'hui, il essaye de mettre d'accord les socialistes, de les désarrimer de LFI et du nouveau Front Populaire. Ce que personne n'est parvenu à faire. C'est pour ça que je vous ai fait écouter Mathilde Panot, qui elle, au contraire, essaye de tirer dans l'autre sens. Vous savez, c'est comme le jeu de la corde, là, où on est 5 d'un côté, 5 de l'autre, et puis on essaye de tirer la corde de son côté. Mais normalement, pour nous, c'est les Basques qui gagnent contre les Béarnais, parce qu'ils sont plus solides. C'est bien, vous êtes lucide.